Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur Foot Normand. Bienvenue pour le 4e épisode de la saison. Du débrief, on revient d'ici quelques instants sur la 4e journée du championnat de National 3, la 6e du championnat de National 2 avec, vous allez le voir, des scénarios et des histoires hautes en couleurs. Et on attaque ce débrief avec la partie traditionnelle, la partie National 2. On est revenu la semaine dernière sur la belle victoire de l'US Avranches à domicile face au Stade Poitvin. La question c'est, est-ce que les Manchois ont réussi à convertir la passe 2-2 chez leurs voisins du Dinan Léon FC? On voit tout de suite ça en images. Encore un déplacement chez un proche voisin pour les joueurs de l'US Avranches qui s'affichent avec leur maillot rose. On est dans deuxième période, vous allez voir que cette histoire va se décanter sur un coup de pied arrêté à la suite de ce centre. C'est l'homme inévitable de ce début de saison côté Manchois, Idrissa Seydi à la 53e minute qui parvient à mettre les hommes de Michel Audrin en tête 1-0. Les Avranchinais qui vont lutter pour conserver leur avantage mais qui malheureusement ne vont pas y parvenir avec ce but casquette et ce ballon dévié dans ses propres filets par Pierre Bourdin à 16 minutes du terme. Un but partout, le coup est rude pour les Manchois qui ne parviendront pas à enchaîner un deuxième succès de rang. Ils doivent se satisfaire d'un match nul, un but partout sur le terrain du Dinan Léon FC. C'est donc un match nul pour l'US Avranches, un match nul qui fait toutefois avancer les Manchois au classement, vous le verrez d'ici quelques instants. On passe désormais à le déplacement ce week-end en Corse de l'AS Villers, les promus qui allaient défier d'autres promus, ceux du FC Balagne, où l'on retrouve un certain Dorian Charlier, l'ancien joueur de l'AS Virois, vous allez le voir, a joué un rôle fondamental dans le scénario de la rencontre. L'AS Villers qui n'a plus gagné en championnat depuis la première journée et un succès surprise à l'extérieur du côté de Ouascal. Premier déplacement lointain de la saison en Corse et ça va plutôt mal démarrer pour Florian Bresto et ses partenaires qui concèdent face à Balagne un penalty en première période. Un penalty qui, vous allez le voir, va être transformé par Galil Ganoun malgré le bon plongeon du gardien villersois. Ça fait déjà 1-0 et vous allez le constater, les soucis qui vont se poursuivre pour les Normands avec un geste signé du joueur dont on vous parlait il y a quelques instants, Dorian Charlier. Si vous aviez oublié la qualité de frappe de l'ancien joueur passé par le Stade Malherbe et l'ancien joueur de l'AS Virois, eh bien vous êtes servi. Superbe frappe qui vaut le but du break pour les Corses, mais ça ne va pas durer très longtemps avec Hamza Ould Jawar à la 33e minute à la réception de ce ballon sur corner qui redonne de l'espoir aux joueurs de la Côte Fleurie de 1. C'est le score à la mi-temps. On se dit que les joueurs de Bruno Luzi vont peut-être réussir à enclencher un vent de révolte et malheureusement ce sont eux qui vont craquer, qui vont encaisser un but de Cédric Odzoumo. Le score est à présent de 3-1. Balagne qui récupère son break d'avance et au fil que la nuit s'abat sur l'île de Beauté, les choses vont se compliquer, aller de mal en pis pour les joueurs de l'AS Villers à la 79e minute. Odzoumo qui réussit à signer un doublé. Il ne sera pas le seul dans ce cas quelques instants plus tard. 87e minute de jeu, Dorian Charlier qui signe un doublé, son premier avec Balagne 5-1. Le score est lourd pour les visiteurs qui vont finir par réduire à nouveau l'écart. Oumar Conté qui fait l'effort. 5-2, ce sera le score final. Et c'est une nouvelle défaite pour l'AS Villers dans ce championnat. Et on le répète, journée après journée, l'AS Villers qui vise le maintien en fin de saison doit apprendre dans cette première partie de saison. Le temps commence à devenir un peu long et l'urgence plane au-dessus de l'US Granville avant le rendez-vous crucial à domicile au Stade Louis Dior. C'était samedi soir face au Stade Briochin. Il fallait à tout prix s'imposer pour une équipe devenue lanterne rouge au fil des semaines. Voici le résumé d'un match inoubliable concocté par Thomas Bèze. Les Grandvillais, toujours à la recherche de leur première victoire cette saison, reçoivent le Stade Briochin et ce sont les joueurs de la Manche qui se procurent la première occasion, même si cette frappe est trop écrasée pour inquiéter Franck Losti. Quelques minutes plus tard sur corner, c'est Stan Jano qui reprend parfaitement le ballon et vient ouvrir le score. 1-0 pour Saint-Brieuc. On revoit ce but avec cette tête croisée qui trompe Paul Rollet. Quelques minutes plus tard, c'est ce bon centre et la reprise magnifique d'Arthur Zakarian. 2-0. Arthur Zakarian qui n'a laissé aucune chance à Paul Rollet. On revoit cette reprise pied droit. Dans la foulée de ce but,
Il y a ce très beau mouvement collectif Grandvillais qui est conclu par Mohamed Guilavogui et qui vient réduire le score juste avant la pause pour redonner espoir à l'US Grandville. Au retour des vestiaires et plus exactement la 59e minute de jeu, on retrouve Mohamed Guilavogui qui vient égaliser et qui fait chavirer le stade Louis d'Or qui se met à y croire. Le centre est parfait et la reprise tout autant. L'US Grandville qui va alors continuer d'attaquer à l'image de cette double occasion. Il manque un peu de réussite dans le dernier geste. Nouvelle occasion grandvillaise avec un excellent Franck Losti qui repousse les attaques. On joue les arrêts de jeu. Il y a ce bon centre et cette tête qui vient tromper le gardien. C'est Nathan Housset qui délivre l'US Grandville et qui vient offrir les 3 premiers points à son équipe. Voilà l'US Grandville qui signe sa première victoire de la saison. La magnifique victoire de l'US Grandville et voilà la saison qui démarre pour les hommes de Mathias Jouan. Je vous propose tout de suite de découvrir sans plus attendre les conséquences sur les résultats au classement dans les groupes B et C du championnat de National 2. La première victoire de l'US Grandville donc face au Stade Briochin, 3-2, qu'elle fait du bien. L'US Avranches qui prend un point à l'extérieur face au Dinan Léon FC, l'un des événements du week-end. C'est le doublé d'Andy Carroll pour les Girondins de Bordeaux face à Châteaubriand, 2-2 au Matmut Atlantique. Le leader surprenant de ce classement, c'est désormais Saint-Privé-Saint-Hilaire. 16 points sur 18 possibles, le début de saison est excellent, celui de Saint-Malo également. Avranches qui gagne une position, 6ème place pour les Manchots, mais vous le voyez, 8 points de moins par rapport au leader. L'US Grandville reste dans la zone rouge mais n'est plus lanterne rouge. L'US Grandville 14ème avec 4 points à seulement 3 unités de Locminé qui ouvre la marche dans cette deuxième partie du tableau. Dans 2 semaines, Avranches recevra Bourges, l'un des cadors de ce championnat. Grandville ira du côté de la Ranche-Vendée dans un match entre équipes mal classées qui aura d'ores et déjà son importance. On passe au résultat de la 6e journée dans le groupe C, la défaite par 3 buts d'écart de l'AS Villers chez l'équipe de Balagne. Les succès importants du FC Fleury notamment qui vaut aux joueurs de la région parisienne d'occuper la tête du classement trio d'équipes franciliennes Fleury, Bobigny, Créteil aux 3 premières places. Balagne est 4ème avec un match en moins qu'il faut statuer de mémoire. Et vous le voyez, l'AS Villers qui avec 4 unités au compteur se maintient en dehors de la zone rouge, mais c'est très serré avec le FC Chambly et Wascal, notamment l'AS Villers qui devra à tout prix, si possible, réenclencher la machine à victoire, s'imposer pour la première fois de la saison à domicile avec la réception de l'AS Beauvais le 5 octobre prochain. Parmi les rencontres à suivre, le match entre Chambly et Bobigny notamment. Et le chapitre National 2 qui se referme, on ouvre désormais l'immense chapitre, celui comme chaque semaine du National 3 et de nos 3 groupes. Et on va commencer comme il y a 2 semaines avec le groupe E, le FC Dieppe qui retrouvait le stade Jean Dasnias et qui devait se rattraper face à la réserve de Valenciennes d'une élimination précoce en Coupe de France sur le terrain de Neufchâtel-en-Bray. Et ça commence bien au stade Jean Dasnias avec ce premier centre de Salim Diaby qui est repris par Lenny Jérôme à la 11e minute sur l'une de ses premières occasions. Le FC Dieppe qui fait la différence face à une réserve valenciennoise mal classée. Vous allez le voir, les situations qui vont se poursuivre avec à nouveau Salim Diaby dans un bon coup, sa tête qui est repoussée et Valenciennes qui va avoir des occasions d'égaliser. Alexandre Lefebvre qui va sortir plusieurs parades déterminantes. Il y a eu cette première parade, celle-ci qui découle d'une erreur de communication. Alexandre Lefebvre qui rend le ballon bien contre sa volonté et derrière qui fait le travail et qui exulte avec rage. Dieppe qui garde son avantage et Dieppe qui chasse, et vous allez le voir, ça va être l'histoire de cette partie, qui chasse le but du break à nouveau. Salim Diaby mis en échec. On est désormais en 2e période, nouvelle opportunité pour Alexandre Lefebvre de se mettre en évidence. C'est même la barre transversale qui repousse cette tentative. Dieppe qui va s'appuyer sur des contres désormais pour aller chercher ce fameux 2e but. Il va y avoir cette frappe tentée par Tony Joly. Ça ne rentre pas pour Dieppe, alors pourquoi pas s'essayer sur coup de pied arrêté, mais encore une fois, la malchance pour les hommes de Djilali Bekar avec Florent Vasseur qui trouve le poteau valenciennois. On est désormais dans les ultimes secondes de cette partie et le ciel qui tombe sur la tête des Dieppois avec Christopher Babela Tsembo qui envoie un missile dans le but d'Alexandre Lefebvre. Dieppe rattrapé sur le fil se contente d'un point.
Et on attaque le gros morceau de ce chapitre National 3 consacré à la poule D. Thomas Bez nous a préparé un pêle-mêle dans lequel on va notamment retrouver un duel 100% normand et remake d'un match de Coupe de France de la semaine dernière entre le CMS Wassel et l'US Alençon. L'AG Caen Football, qui n'a toujours pas pris le moindre point lors de cette saison 2024-2025, reçoit le club de Bretigny au Stade Venois. Et les choses vont se compliquer avec cette expulsion d'Arthur Marus sur cette faute qui lui coûtera un deuxième carton jaune. Quelques minutes plus tard, c'est sur coup franc que Bretigny va apporter le danger et ouvrir le score par Bruno Craig qui reprend ce ballon de la tête. Le tourneur qui ne peut rien faire pour éviter le but. Ouverture du score des visiteurs. On revoit ce ballon qui passe au travers de la défense. Quelques minutes plus tard, les choses qui auraient pu se compliquer avec un premier poteau, puis un second. L'AG Caen qui plie mais ne rompt pas. Malheureusement, c'est l'histoire de quelques minutes puisque sur ce corner, c'est bien le joueur Christ Ndongani Nganga qui saute plus haut que tout le monde et qui vient doubler la mise. 2-0 pour Bretigny. Il y aura bien une dernière occasion pour les Canets, mais ça sera insuffisant. Score final 2-0. La réserve du Stade Malherbe de Caen s'apprête à recevoir la réserve du Sporting Club de Bastia. Et ce sont les Corses qui, après la 20e minute de jeu, vont ouvrir le score de cette tête sur corner. C'est Donovan Bassé qui saute plus haut que tout le monde et qui vient ouvrir le score. En seconde période, il y a cette tête mal négociée qui permet à Gordon Pascalini d'être lancé en profondeur et de tromper le gardien. 2-0, 69 minutes de jeu. Les choses qui se compliquent pour les Malherbistes. Mais Malherbe qui va s'accrocher et qui va bénéficier d'un coup du sort. C'est Pascalini, le buteur, qui marque cette fois contre son camp. 5 minutes plus tard, le Stade Malherbe qui continue de pousser. Et c'est Ilyes Najim qui vient égaliser pour les Malherbistes. 2 partout. Ilyes Najim, l'homme fort du moment. On revoit ce but au ralenti. Score final, match nul, 2 partout. La SPTT Caen de Laurent Dufour doit oublier son élimination en Coupe de France et c'est un déplacement à Saint-Ouen-l'Aumône qui attend les postiers. Et ce sont d'ailleurs eux que l'on retrouve très rapidement dans cette rencontre avec Léo Hamel qui vient ouvrir le score, positionné tel un attaquant. Il est à la conclusion de ce bon centre, il reprend le bon centre de Kenéa. Léo Hamel qui vient tromper le gardien. Sur coup franc, les joueurs locaux qui vont égaliser. On retrouve Léo Hamel au duel, mais c'est bien l'égalisation de Xavier Decroix qui saute plus haut et qui vient tromper la défense caennaise. Égalisation, donc 1 partout. Et juste avant la mi-temps, il y a ce ballon qui est récupéré. La feinte de frappe est magnifique. Et 2-1. But de Moussa Dieng pour les joueurs locaux. À la 41e minute de jeu, Saint-Ouen qui repasse devant dans cette rencontre. La feinte de frappe est magnifique. Et au retour des vestiaires, c'est cette frappe lourde sous la barre transversale signée Manuel Semedo qui vient tromper Laurie Levionnois. 3-1 pour Saint-Ouen-l'Aumône. Une frappe stratosphérique qui laisse aucune chance au gardien. Peut-être une dernière opportunité pour les Canets, mais non, on en restera là. Défaite 3-1. Le CMS Wassel reçoit l'US Alençon dans ce choc entre deux clubs normands du groupe D de National 3. Et ce sont les hommes de Draman Dillin qui inquiètent les premiers Romain Anquincan. Quelques minutes plus tard, à la 25e minute de jeu, on retrouve Romain Anquincan, mais malheureusement, celui-ci est fautif et concède le penalty que va se charger Adama Sidibé qui vient le transformer. C'est excellemment bien tiré. Romain Anquincan qui reste sur ses appuis, il ne peut rien faire. On le revoit au ralenti, la frappe est puissante. Ouverture du score de Wassel. Wassel qui va continuer d'attaquer avec Adama Sidibé qui feinte la frappe. Il a peut-être une passe, ça tergiverse, ça permet à la défense de repousser le danger. Il y aura une réaction avec Amoudi pour Alençon, mais ça ne suffira pas. Victoire
1-0 de Wassel. On écoute tout de suite la réaction du coach Draman Dillin. Un match pas simple, assez tactique dans l'ensemble. On a eu la chance d'ouvrir le score et derrière on s'est accroché à ce but d'avance. Je pense qu'on a quelques situations pour revenir avec un plus de dans la mi-temps, mais à l'arrivée, voilà, je trouve que mes joueurs, ils ont été héroïques dans le premier état, c'est-à-dire sans le ballon. On n'a pas concédé d'occasion quasiment sur ce match-là, par une frappe d'Amoudi, donc du coup je suis très satisfait aujourd'hui. Ouais, c'était un week-end sans pour les équipes cannaises. Rendez-vous dans quelques instants pour découvrir ce que donne le classement. À l'issue de cette 4e journée, il nous reste néanmoins un match à scruter. Dans ce groupe, le duel qui a opposé ce week-end donc le SU Div Cabourg au Grand Quevilly FC. Depuis le début de saison, le SU Div Cabourg fait plaisir à voir et envoie des signes encourageants. Le GQFC de son côté s'est imposé une seule fois depuis l'entame avec cette victoire contre la réserve de Bastia. Et on les aime, ces derbys 100% normands. Et vous allez le voir, ça va commencer par une action d'école en faveur des pensionnaires d'Heurtemat. Le ballon qui va rapidement circuler dans le sens de la verticalité. Et à l'arrivée, ce centre d'école tout simplement. Et une reprise de la tête signée Willy Suré dès la 13e minute. Le SU Div Cabourg devant ses supporters a réussi une entame convaincante qu'il réussit à convertir au tableau d'affichage 1-0 pour les hommes du duo Philippe Clément, Julien Le Pen. Malheureusement pour les locaux, les joueurs de Grand Quevilly qui vont se rebeller sur une action globalement similaire. À nouveau un centre venu de la droite, cette fois-ci sans maquette à la réception. Max Verrier ne peut rien et à la 33e minute dans ce duel 100% normand, c'est le GQFC qui recolle, Div qui va avoir d'autres situations mais qui va se montrer maladroit, trop peu incisif sur cette frappe d'une part. Il va y en avoir une autre peut-être la plus importante de ce match, une bonne sortie du gardien de Grand Quevilly. À la pause, le score est d'un but partout. Le SU Div Cabourg, s'il veut signer une nouvelle victoire dans ce championnat, va devoir se retrousser les manches. Et c'est sur un corner que les joueurs de Philippe Clément vont réussir une partie de billard victorieuse avec Théo Fontaine qui surgit à la 64e minute pour donner un avantage. Et trêve de suspense, cet avantage sera définitif puisque les joueurs de Grand Quevilly ne vont jamais réussir à recoller comme ils l'ont fait en première période. Il y aura pourtant des tentatives notamment sur ce corner, mais la défense locale qui va s'en tirer à bon compte. À l'arrivée, il y aura même un dernier but en faveur du SU Div Cabourg. On est vraiment au bout du temps additionnel. Les Divés chassent le break et ils vont obtenir un penalty. Le penalty qui va être transformé avec beaucoup de sang-froid, avec un peu de réussite aussi par Brian Botuli. La victoire d'Yves 3-1 dans ce choc 100% normand qui, vous allez le voir, vaut au SU Div Cabourg de réaliser une jolie opération au classement. A noter que dans ce groupe, l'AG Caen est en passe de récupérer 3 points sur tapis vert suite à une défaite lors de la première journée contre l'AS Chatou qui malheureusement avait fait jouer un joueur suspendu. L'AS Chatou qui devrait perdre les gains de sa victoire, les 3 points plus un point de pénalité. L'AG Caen pourrait à l'instant où on se parle donc virtuellement ne plus occuper la place de lanterne rouge. On passe au groupe C, celui où figurent le FC Flers, le FC Saint-Lô et l'AF Virois. On commence tout de suite par le déplacement difficile du FC Saint-Lô du côté du Vanosset. Le FC Saint-Lô n'a toujours pas perdu à l'heure de se déplacer dans le Morbihan. Le FC Saint-Lô qui s'appuie depuis le début de la saison sur un effectif en grand progrès. Et vous allez le voir, c'est Franck Beyek qui va se procurer la première situation dangereuse. Le gardien Vanté qui est obligé d'intervenir derrière. C'est au tour d'Ahmed Traoré, sorti du banc. On est en deuxième période de faire briller le portier adverse. Saint-Lô qui se veut incisif malgré des velléités adverses et qui réussit un plutôt joli match et qui malheureusement va se faire contrer au pire des moments. On joue les 10 dernières minutes lorsque ce ballon remonte un petit peu trop vite le terrain et à l'arrivée Xavier Galien ne peut rien. Le contre d'école, Loïc Piquion qui vient conclure à bout portant. Vannes surprend le FC Saint-Lô qui dans les derniers instants va tenter le tout pour le tout mais qui ne va jamais réussir à marquer le fameux but égalisateur. Première défaite de la saison pour les joueurs de Guillaume Maillot.
Et sans transition, on enchaîne le FC Flers toujours sans victoire, 3 matchs nuls pour entamer la saison, qui avait le redoutable honneur de se déplacer chez une réserve guingampèse qui fait peur à beaucoup de monde cette saison. Oui, cette réserve bretonne, on l'avait vu dans le débrief, causait beaucoup de soucis à l'AF Virois. Eh bien, la surprise peut-être un peu générale, le FC Flers, qui, il faut le rappeler, n'avait pas perdu avant ce déplacement en Bretagne, va ouvrir la marque grâce à cette superbe initiative et superbe frappe de l'ancien de l'AGECAN, Émilien Cramoisan. C'est en pleine lucarne et les hommes de Tony Ruyon qui mènent au score à l'académie de l'En Avant. Le réveil derrière des Rouges et Noirs va s'opérer d'abord en première période. Il va y avoir 7 arrêts dans un premier temps pour empêcher les Bretons d'égaliser. La réserve de Guingamp qui va en deuxième période insister, accélérer et assez inévitablement égaliser juste au retour des vestiaires. Albin Demouchy qui réussit cette belle reprise de la tête. Guingamp et Flers sont désormais à un but partout. Il y a cette action à vous montrer peut-être avec cette faute sur cet appel dans la profondeur. Ce sera seulement carton jaune et derrière le coup franc qui ne donne rien. Le FC Flers a laissé passer sa chance malheureusement parce que voilà un mouvement magnifique collectif conclu par Samuel Noiro-Doria. Le joueur est servi dans le bon tempo et marque dans le but vide mené au score. Les Flériens qui se retrouvent contraints de chasser le 2-2 mais qui ne vont jamais y parvenir et en fait à l'arrivée ce sont les Guingampais qui vont se mettre à l'abri dans les derniers instants et signer une nouvelle victoire 3-1, première défaite de Flers dans ce championnat de National 3. Et on parle à nouveau d'une réserve bretonne, décidément, une réserve professionnelle bretonne. Décidément, le week-end était chargé pour nos formations normandes. Après la défaite du FC Flers, c'est l'AF Virois qui devait recevoir le leader du Stade Rennais au Stade Pierre-Comte. Avec 3 victoires en autant de sorties, la réserve du Stade Rennais a profité des premières journées pour s'ériger en favori du groupe C. Les Virois connaissent donc l'ampleur de la tâche et vont bien démarrer leur match malgré l'adversaire et son calibre. À Redal en Rabette qui trouve le poteau, vous allez le voir, ce sera un début de match assez incroyable pour les Virois puisque Matteo Mendy derrière trouve à son tour les montants, la barre transversale qui se refuse au Boquin. Est-ce qu'ils vont le regretter? On est désormais en deuxième période, eh bien on n'est pas loin de voir l'ouverture du score du Stade Rennais, mais la réserve qui se heurte à un bon arrêt de Louis Deschâteaux. On est toujours en début de deuxième acte et Redal en Rabette qui surgit pour marquer à la 51e minute. Cette fois c'est bon, l'AF Virois d'Hugo Bretagne qui réussit a débloqué le score 1-0. On revoit cette belle reprise au premier poteau. Le gardien breton qui ne peut rien. Les Virois qui sont bien revenus et les Virois avec Redal en Rabette sur cette ouverture. Le ballon qui va revenir sur Matteo Mendy et c'est un deuxième but pour les Virois en l'espace de quelques instants. Les Virois qui se mettent bien à l'abri. À noter les 2 passes décisives de Jordan Perrier dans cette partie. C'est lui là qui contrôle le ballon et derrière Matteo Mendy qui réussit à conclure. C'est un match fou pour les Virois qui vont toucher une fois encore les poteaux, qui vont marquer ce but qui sera malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. Qu'importe, les Rennais sont au tapis, les Virois qui glanent leur première victoire de la saison à domicile et celle-ci fait énormément de bien. Et dans le groupe, c'est le résultat marquant, c'est bien sûr le superbe succès de l'AF Virois sur la réserve du Stade Rennais. Première défaite de la saison pour Saint-Lô et Flers sur les terrains de Vannes et de la réserve de Guingamp. La réserve de Guingamp, vous allez le voir, qui passe en tête de ce groupe. C'est dire la mission qui incombait aux Flériens ce week-end, juste devant la réserve du Stade Rennais. Vire est 5e, Saint-Lô glisse au 6e rang. Pour trouver trace du FC Flers, il faut se rendre malheureusement pour l'instant en bas de tableau. 3 points en 4 sorties, le FC Flers est avant-dernier, mais les écarts sont serrés. Flers n'est qu'à 3 points de l'AF Virois. Le FC Flers tentera d'enclencher la première à domicile contre Plabennec. Rendez-vous à domicile aussi pour Saint-Lô contre Pontivy, ce sera dans 2 semaines. L'AF Virois se déplacera chez la Lanterne Rouge Lannion. Dans le groupe D, la victoire du SUDIF Cabourg contre Grand-Queville, de même pour le CMS Oissel victorieux contre l'US Alençon, les défaites de l'ASPTT Caen, de l'AG-Caen et le nul de la réserve de Malherbe. Au classement, le CMS Oissel et le SUDIF Cabourg apparaissent toujours en première partie de tableau, 6e et 7e place, à 2 points seulement de la tête. Là aussi, c'est extrêmement serré malheureusement. Le reste de la meute normande occupe les 4 dernières places avec l'US Alençon, l'ASPTT Caen, le Grand-Queville FC et l'AG-Caen relégables. La réserve du Stade Malherbe est en 9e position après 4 matchs disputés. Dans le groupe D, la semaine prochaine, dans 2 semaines, Oissel ira à Chatou, 2 nouveaux derbys 100% normands, Alençon, Div Cabourg, Grand-Queville, réserve du Stade Malherbe. Les PTT Caen recevront Borgo et déplacement chez la réserve du SC Bastia pour l'AG Caen.
Le FC Dieppe contraint en match nul dans la poule E face à la réserve de Valenciennes. Voilà donc le principal résultat puisque c'est le seul club normand, on vous le rappelle, dans ce groupe extrêmement relevé. Les Dieppois qui ne sont toujours pas en première partie de tableau, mais ça se resserre avec la défaite ce week-end du LOSC qui devance l'US, le pays du Valois, et là Esprit-les-Mézières. Le FC Dieppe toujours en 9e position. 5 points pris en 4 matchs joués, le ratio n'est pas si mal. Et vous voyez les équipes relégables pour l'instant calées, la réserve de Reims, Vimy et la réserve de Valenciennes qui a donc contrarié les Dieppois ce week-end. Dans 2 semaines, les Dieppois justement devront se rendre du côté de la JA Drancy en espérant aller chercher une victoire à l'extérieur. Vous avez le reste du programme sous les yeux. Et voilà qui nous amène à la conclusion de cette émission. Merci à tous nos contributeurs pour ce superbe épisode extrêmement complet encore une fois. On bat des records d'audience depuis le début de saison, c'est évidemment grâce à vous, grâce à vos contributions, merci. Et n'oubliez pas évidemment de continuer à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux autour de vous, on a toujours besoin de votre accompagnement. La semaine prochaine, le débrief se met en pause, ce sera à nouveau un tour de Coupe de France, l'entrée en lice des clubs de National 2, les rescapés de National 3 seront aussi au rendez-vous. On se retrouve dans 2 semaines pour évoquer la 5e journée de National 3, la 7e de National 2. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien de la Coupe de France. Et moi je vous dis, à dans 2 semaines. Salut!